Yes. Bonjour à tous. Donc, on a fait un choix de présenter certaines dispositions au droit du travail, notamment celles qui ont fait l'objet du plus grand nombre de changements. Donc, on a notamment au niveau des changements qui ont eu lieu, je ne sais pas s'il y a un partage, pardon, je partage mon document, voilà. Donc, au niveau des dispositions qui ont été choisies pour aujourd'hui, en tout cas, on va vous parler de l'activité partielle, de la prime exceptionnelle, de la durée du travail et des outils plus spécifiques qui ont été créés par la FNSEA Centre Val-de-Loire. Donc, en ce qui concerne l'activité partielle, un petit rappel rapide, hein, c'est un dispositif qui vise à aider les entreprises en période des difficultés économiques pour aider les entreprises à garder leurs salariés en emploi. Et donc, il s'agit bien de périodes où l'entreprise doit soit réduire le temps de travail des salariés, soit fermer totalement l'entreprise de façon provisoire. Donc, l'idée là, c'est bien que l'État va aider l'entreprise en lui versant une allocation, en remboursant l'indemnité qui est elle-même versée par l'employeur à ses salariés. Alors, un petit point de rappel très important, notamment en agriculture, où souvent il y a une durée du travail qui dépasse les 35 heures par semaine. Le dispositif en question, il ne concerne bien que les heures chômées entre 0 et 35 heures par semaine. Donc, toutes les heures qu'on considère supplémentaires, toutes les heures supplémentaires qui dépassent 35 heures par semaine, qui sont faites de façon habituelle, par exemple 39 heures ou 40 heures par semaine, ces heures-là qui dépassent 35 heures ne sont pas payées aux salariés. En tout cas, ce n'est pas une obligation légale. Donc, il y aura pas l'employeur n'est pas obligé de verser une indemnité aux salariés pour les heures qui dépassent 35 heures par semaine. Et de toute façon, ces heures-là ne sont pas prises en charge par l'État. Donc, l'employeur, évidemment, peut décider de faire mieux que son obligation légale et de verser une indemnité pour les heures qui dépassent 35 heures, mais à savoir qu'évidemment, l'employeur n'aura pas d'aide de l'État pour toutes ces heures-là. Donc, une fois dit ça, en fait, en ce qui concerne l'activité partielle, qui est le nouveau nom depuis 2013 du chômage partiel, mais c'est la même chose. Donc, ce qu'a voulu faire l'État, c'est de faire un dispositif vraiment exceptionnel de prise en charge sur le chômage partiel en permettant aux entreprises de n'avoir aucun reste à charge. Donc, par rapport aux obligations légales des employeurs de verser une indemnité à leurs salariés, il y aura une totale prise en charge de l'État, évidemment de façon provisoire, puisque ce dispositif exceptionnel va être applicable du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Donc, c'est quelque chose évidemment d'exceptionnel, sachant que le chômage partiel, évidemment, existe par ailleurs de façon normale en cas de difficulté économique en dehors du coronavirus. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Sachez qu'en tout cas, l'État a ciblé trois motifs spécifiques au coronavirus, où l'entreprise peut demander à bénéficier de l'activité partielle, soit quand l'entreprise a été obligée de fermer en raison d'un arrêté. Donc là, ça ne concerne pas la production agricole, mais ça concerne notamment dans le secteur de l'agriculture les jardineries, donc, ce qui pose un gros souci aux horticulteurs pour vendre leurs plantes ornementales, ou les fleuristes par exemple. Donc voilà, ce type de magasins ont dû fermer. Il y a aussi le cas évidemment de la baisse d'activité ou de difficultés d'approvisionnement. Donc c'est plutôt là où l'agriculture va être concernée, notamment avec des problèmes de débouchés pour vendre, par exemple les légumes. Et il y a aussi un troisième cas, mais qui là, a priori, ne devrait pas beaucoup concerner l'agriculture, c'est dans les entreprises où ils n'ont pas pu mettre en place des dispositifs pour protéger la santé et la sécurité des salariés, notamment les gestes barrières, l'organisation du travail,
pour respecter la santé des salariés, hein. Vous savez, tous les gestes barrières, hein, dont on entend parler depuis longtemps, donc se laver les mains, tousser dans son coude, saluer sans serrer les mains, etc. Et notamment respecter, hein, les distances entre les personnes d'au moins 1 mètre. Donc voilà, bon, ça c'est un dispositif un peu particulier qui va assez peu concerner les entreprises de la production agricole, hein, qui ne vivent pas en général, il n'y a pas de promiscuité, notamment des salariés. Donc voilà. En ce qui concerne l'indemnité à proprement parler, hein, vous savez que l'employeur n'est pas obligé de maintenir la totalité du salaire aux salariés, hein. L'employeur, son obligation légale, c'est de payer une indemnité mensuelle aux salariés pour les heures chômées, évidemment, les heures chômées en dessous de 35 heures par semaine. Donc une indemnité qui est égale à 70% de la rémunération horaire brute, qui en correspond à peu près à 84% du salaire net maintenu aux salariés. On a un plancher et un plafond. Un plafond limite, c'est 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Et un plancher minimum à ne pas verser en dessous. Donc, il faut verser au moins 8,03 € par heure aux salariés, qui correspond à peu près au SMIC horaire net. Les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ils vont percevoir leur rémunération habituelle. Évidemment, il n'y a pas de diminution puisqu'ils ont une rémunération en pourcentage du SMIC. Donc, on ne peut pas leur verser en dessous. Rapidement, donc cette indemnité, hein, est exonérée de charges sociales. Elle sera simplement soumise à CSG-CRDS sur un taux particulier qui n'est pas le même taux que sur la rémunération, hein, puisque c'est le taux applicable sur le revenu de remplacement, donc qui est un taux qui est un peu inférieur. Voilà, une fois que l'employeur a versé cette indemnité à ses salariés, ce qui est important de retenir, c'est que l'État va totalement rembourser à l'employeur le montant de l'indemnité versée aux salariés, donc à savoir 70% du salaire brut, hein, et dans la limite de 35 heures par semaine pour les heures chômées. En ce qui concerne les salariés éligibles, hein, ça va concerner l'ensemble des salariés, donc quel que soit le contrat de travail, CDI, CDD, contrat d'apprentissage, voilà, aussi bien les temps pleins que les temps partiels, voilà, c'est vraiment la totalité des salariés. En même temps, dans ce dispositif exceptionnel, il y a des nouveaux salariés qui vont être concernés, donc notamment les salariés en forfait jour, quand il y a une réduction du temps de travail, et les VRP également. Donc voilà, pour ces deux catégories de salariés, on attend un décret, puisque les décrets, ils sortent au fur et à mesure, hein. Voilà. Sur les salariés qui sont touchés, donc il faut bien savoir aussi que c'est une mesure collective, donc qui va toucher en même temps tous les salariés qui font le même poste. Donc quand il n'y a que des salariés agricoles qui font de la production agricole dans une entreprise, ils doivent être mis en même temps tous au chômage partiel, évidemment. Évidemment, l'employeur peut aussi faire une différence entre services. Par exemple, s'il a un service commercial, notamment par exemple en viticulture, il peut mettre au chômage partiel que le service commercial, alors que les ouvriers viticoles vont continuer à travailler, par exemple. Le salarié n'a pas le droit de refuser le chômage partiel, puisque, bon, évidemment, les salariés vont subir une perte de salaire, hein, voilà, mais pour autant, ils n'ont pas le droit de refuser. Et l'employeur doit évidemment informer les salariés du projet de mise au chômage partiel, et il doit informer aussi les représentants du personnel s'il en a. Au niveau de la durée pour la mise en chômage partiel actuellement, donc spécifique au coronavirus, la Directe nous a bien précisé que ça ne pouvait aller que jusqu'au 30 juin 2020. Donc, il faut faire attention pour les employeurs qui veulent faire du chômage partiel. Et en tout cas, dans la date limite, ils ne doivent pas dépasser le 30 juin 2020. Hein, sinon, leur demande risque d'être refusée, hein, puisque, évidemment, bon, s'agissant d'un dispositif exceptionnel avec prise en charge
bien plus importante que d'habitude, l'État ne souhaite pas que ce soit un dispositif permanent. Donc, ça ne dépassera pas le 30 juin. Sur les formalités, je passe un peu rapidement. Donc, aussi dans le cadre du dispositif exceptionnel, il faut savoir que vous avez un délai beaucoup plus important pour faire une demande de chômage partiel à l'État. L'employeur a un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour faire sa demande à la directe. Alors qu'en système normal, l'employeur doit faire une demande préalable normalement. Donc là, ce n'est pas le cas. L'employeur a un délai de 30 jours. Au niveau de la consultation du Conseil social et économique, quand il est du comité, j'ai fait une petite erreur, du comité social et économique, donc l'employeur a aussi un délai de 2 mois pour transmettre l'avis à l'administration quand il y a des représentants du personnel. Et dernier point exceptionnel, c'est au niveau du délai d'acceptation par la directe, le délai est passé de 15 jours à 2 jours, sachant qu'en plus, c'est un délai d'acceptation tacite en permanence, puisque en 2 jours, comme vous imaginez, la directe n'a pas le temps de vérifier toute la demande. Donc, évidemment, c'est pratiquement tout le temps un délai d'acceptation tacite de 2 jours pour simplifier la procédure. Donc, il faut savoir que la demande d'activité partielle ne peut se faire que sur le site dédié du gouvernement. Un site, je vous ai marqué l'adresse. Donc voilà, il n'y a pas possibilité de demander l'activité partielle sur papier. Et on a eu dernièrement une notice technique complète pour remplir la demande d'activité partielle à la directe. Donc, on pourra évidemment vous l'envoyer par mail pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y a 3 étapes sur l'activité partielle. Il y a un formalisme évidemment un petit peu important à respecter. Il faut savoir qu'il y a 3 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une première étape de création de compte sur le site. Donc, en ce moment, parfois c'est un petit peu compliqué. Il y a des délais d'attente, mais en tout cas, quand l'entreprise crée son compte, après, elle doit recevoir 3 mails différents. Et actuellement, les mails, ça met parfois plusieurs jours à arriver. Et une fois que le compte est créé, il faut retourner dans son compte et créer, évidemment, détailler tous les détails sur l'entreprise. Une fois que vous avez créé votre compte, après, vous avez une demande d'autorisation préalable. Et c'est là où la directe va avoir son délai d'acceptation tacite de 2 jours. Donc, évidemment, on va vous demander un peu de détails sur votre demande d'activité partielle, sachant que ce sera une demande vraiment spécifique pour le coronavirus. Et il faudra expliquer pourquoi, en cette période, vous avez des difficultés économiques. Il faut quand même expliquer, c'est pas accordé de façon automatique. Il faut vraiment expliquer les difficultés économiques, soit par exemple des approvisionnements difficiles, soit des problèmes avec des transporteurs, soit des problèmes de vente, vraiment tout ce qui peut impacter l'emploi de façon économique. Et expliquer aussi si vous choisissez d'être obligé de fermer l'entreprise provisoirement ou de réduire simplement le temps de travail. Voilà, je vais assez vite. Donc voilà, une fois que il faut attendre 48 heures pour avoir une acceptation tacite. Évidemment, en parallèle, comme on le disait tout à l'heure, tous les mois, l'employeur va verser aux salariés une indemnité, 70% de la rémunération brute pour toutes les heures chômées, sachant que il faut quand même l'indiquer évidemment sur les bulletins de salaire au niveau de l'indemnité versée. Et la 3e étape, donc tous les mois, l'employeur va adresser sa demande d'indemnisation à l'État pour qu'il verse
allocation par l'intermédiaire de l'agence de services et de paiement. Voilà, donc au niveau de la demande d'indemnisation, il est conseillé évidemment, pour éviter des délais trop longs de remboursement de l'État, il est conseillé de le faire dès le début du mois, sachant que l'agence de services et de paiement, en principe, paierait dans un délai moyen de 7 à 10 jours. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est que le reste à charge pour l'entreprise est nul. Voilà, je vais assez vite. Il y a une possibilité d'assistance technique pour le compte activité partielle. Sachez aussi que vos unités départementales de direct ont des services dédiés sur l'activité partielle. Donc, vous avez un mail particulier, un téléphone particulier. Au niveau, il y a eu des questions sur la possibilité d'embaucher un salarié qui est en chômage partiel. Donc, oui, un salarié en chômage partiel peut travailler dans une autre entreprise. Donc, ça peut être une embauche en CDD. La seule limite, c'est la durée du travail par semaine. Donc, s'il travaille dans les deux entreprises, il ne faut pas qu'il dépasse 48 heures par semaine. Voilà. Et il peut totalement cumuler son indemnité chômage partiel avec une rémunération dans une autre entreprise. Je passe à la prime exceptionnelle donc, qui a été modifiée. Vous savez qu'au début de cette année, la prime exceptionnelle qui s'appelle aussi la prime Macron, donc les textes avaient obligé les entreprises à faire un accord d'intéressement pour verser la prime. Donc, cette condition-là a été supprimée. Donc, on se retrouve dans la situation de 2019. En fait, les entreprises peuvent choisir, évidemment, c'est un choix, de verser une prime de 1 000 € maximum à leurs salariés. Ils ne sont plus obligés de faire d'accord d'intéressement et la prime peut être versée jusqu'au 31 août cette année. Ils ont voulu faire un cas particulier pour les entreprises qui auraient un accord d'intéressement. Donc, dans ce cas-là, le plafond de versement sera de 2 000 € maximum. Dans ces deux cas, bon, évidemment, la date limite est repoussée au 31 août et les autres conditions n'ont pas changé. C'est que si l'employeur veut verser la prime, il doit la verser à tous ses salariés. Il ne peut exclure que des salariés qui ont un salaire supérieur à 3 fois le montant du SMIC. Et sinon, l'employeur peut moduler la prime en fonction de certains critères. Rémunération, niveau de classification, durée de présence, voilà. Bon. Ça n'a pas changé. L'employeur peut aussi choisir de verser le même montant à tous ses salariés. Au niveau de la durée du travail, c'est pareil, un dispositif exceptionnel qui lui va être applicable du 27 mars au 31 décembre 2020. Donc, le gouvernement a souhaité permettre à certains secteurs dont l'agriculture, de dépasser les durées hebdomadaires maximales, les durées maximales en général, sachant que, attention, petite condition, il faudra en informer, soit évidemment les représentants du personnel s'il y en a, mais aussi la directe. Si vous utilisez ces durées du travail maximales, qui sont relativement importantes, sachant que la durée hebdomadaire maximale peut être portée de 48 heures à 60 heures sans demander de dérogation à la directe. C'est là où c'est exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas besoin de dérogation, avec une durée quotidienne qui peut être passée de 10 heures à 12 heures par exemple. Il y a aussi des dispositions pour le travail de nuit habituel, mais ça concerne assez peu la production agricole. Évidemment, ces mesures ne s'appliquent pas aux jeunes de moins de 18 ans. On attend quand même encore un décret pour connaître les modalités exactes de ces dispositions en fonction des secteurs concernés. Évidemment, petit rappel, les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent, évidemment. Elles n'ont pas changé.
Et enfin, sur les outils créés par la FNSEA Centre-Val de Loire, hein, comme vous avez dû le voir, donc la FNSEA a créé un mini-site dédié, une hotline dédiée aussi, et on a aussi des fiches FNSEA à jour du 6 avril 2020, voilà, qui sont régulièrement mises à jour en fonction des textes qui nous arrivent au fur et à mesure. Voilà pour ce que je pouvais en dire. Donc, je pense que je peux passer la parole à notre collègue de la MSA, Monsieur Darcet. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Très bien. Oui, bonjour à tous. Je suis Monsieur Larcel, je suis directeur adjoint à la MSA Berry-Touraine pour le domaine entreprise. Je suis accompagné aujourd'hui du docteur Gaudouin, qui est le médecin-chef de la santé, sécurité au travail et de la prévention professionnelle. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est vous faire partager un peu notre accompagnement envers les entreprises, employeurs de main-d'œuvre et exploitants, hein, et également salariés, dans la mesure où la MSA a mis en place aujourd'hui beaucoup de télétravail de façon à continuer son activité. Nous sommes à peu près, pour Berry-Touraine, à peu près 200 télétravailleurs qui continuent à travailler pour œuvrer aux prestations sociales et aux cotisations. Il en est de même pour la MSA Beauce-Cœur de Loire. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui concerne ces deux MSA, hein, c'est-à-dire que je vais parler au nom de la MSA Beauce-Cœur de Loire qui n'est pas présente, mais nous avons fait les mêmes choses en fait. Ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est qu'au niveau de notre accompagnement, hein, nous accompagnons à la fois nos assurés sociaux en termes de prestations et d'assurance sociale, hein, en tant que telles, les exploitants et les employeurs de main-d'œuvre. Je laisserai le docteur Gaudouin parler de toute la partie accompagnement en matière de santé, sécurité au travail et de prévention et de gestes barrières et autres préconisations en matière d'emploi. Hein. Pour ma part, je vais vous parler plus de ce qu'il y a en termes d'accompagnement au niveau des cotisations. Alors, d'ores et déjà, nous avions arrêté les prélèvements pour le mois de mars sur l'ensemble des personnes qui étaient en prélèvement. Le gouvernement a souhaité reprendre ces prélèvements à partir du mois d'avril, avec un report possible des cotisations à 3 mois. Ce report possible des cotisations à 3 mois se fait maintenant sur demande des personnes qui souhaitent le faire, pour des causes économiques, hein, bien entendu, et ça peut se faire par l'intermédiaire de l'ADSN au travers de la modulation du bloc de l'ADSN concernant le paiement. Nous continuons, nous, aujourd'hui, à gérer l'ensemble des vérifications sur les DSN, puisque les déclarations restent obligatoires hein, pendant cette période, même s'il est possible de ne pas payer tout de suite et de payer plus tard, les déclarations restent obligatoires, et c'est important de le savoir. Nous continuons aussi à gérer tout ce qui est messages reçus de votre part, puisqu'il y a beaucoup de demandes en ce moment hein, qui se font connaître. Nous ne gérons plus du tout tout ce qui est contentieux en matière de poursuite, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt de tout ce qui est majoration et pénalité de retard sur les périodes de mars, avril pour l'instant et peut-être mai, mais on verra ça en mai, suivant ce que décide le gouvernement en matière de confinement. Nous ne
ne gérons plus non plus de contrôle sur place dans les entreprises, hein, dans la mesure où ça n'est pas une période où l'on peut le faire d'une part, et d'autre part, ce n'est pas une période propice à contrôler les choses. Donc, une activité relativement réduite en matière de contentieux et de contrôle. Par contre, notre objectif, nous, c'est d'accompagner au maximum. Donc, nous répondons aux messages qui sont faits au travers des espaces privés, mes messages, mes réponses, en ce qui concerne les entreprises. Et ça, c'est le seul moyen aujourd'hui pour nous contacter. Nous allons réouvrir à partir de la semaine prochaine la plateforme de service de façon à ce qu'il y ait une réponse téléphonique à l'ensemble de nos adhérents. Donc les télétravailleurs vont être en télétravail chez eux, hein, mais vont quand même répondre aux sollicitations, ce qui va permettre d'ouvrir un peu plus notre réponse. Hein. Mais bon, on voit que les sollicitations par message fonctionnent bien et qu'aujourd'hui, on a plutôt, mis à part quelques cas, une bonne relation, hein, qui s'établit entre les besoins des entreprises et nous. Que vous dire d'autre par rapport à la crise? Eh bien, il y a le site msa.fr. Je pense que c'est très important d'aller le consulter de manière régulière, dans la mesure où il retrace l'ensemble des informations relatives à la crise, hein, tout ce qui a été exposé précédemment sur le travail partiel y est, hein, notamment, mais également tout ce qui est déclaration d'arrêt de travail, tout ce qui est déclaration d'arrêt pour garde d'enfants, tout ce qui est donc autour des cotisations, tout ce qui est autour des questions qui sont posées aujourd'hui sur le coronavirus, tout ce qui est autour de la prévention et de la santé et sécurité au travail que va vous exposer M. Baudouin après moi. Donc tout cela, ça y est dans ce site et c'est mis à jour très régulièrement. Et je pense que c'est important d'aller y voir parce que vous n'êtes pas sans ignorer que tous les jours, il tombe quelque chose de nouveau en matière de législation autour du coronavirus. Et c'est là que c'est le plus à jour. Hein. Donc, il est important d'aller y voir, ce site msa.fr. Je vais, si je n'ai pas vu passer de questions, mais donc je vais passer la parole à Monsieur Gaudouin, docteur Gaudouin, hein, pour la partie accompagnement en matière de santé et sécurité au travail. Oui. On vous écoute. Oui, Eric, on t'entend. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Monsieur Gaudouin. Son micro était désactivé. Voilà. Mis en sourdine par l'animateur, il y a marqué là. Non, c'est bon? Ok, c'est bon, Eric. Ok, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, dans ce contexte exceptionnel de Covid-19, hein, c'est un événement qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant, qui a trait donc à la santé du citoyen français, de la santé du citoyen mondial d'ailleurs, mais du citoyen français et au-delà de ça, des employeurs et des salariés des entreprises. Vous imaginez que le service santé et sécurité au travail est très impacté pour accompagner les entreprises et les salariés dans cette phase d'épidémie et de confinement. La SST, composée de 30-35 personnes, a été mise en confinement dès les premiers jours, mais en maintenant néanmoins une continuité de service, c'est-à-dire en maintenant les permanences téléphoniques et en mettant l'ensemble des médecins, infirmiers et conseillers en prévention en télétravail afin de pouvoir répondre individuellement aux questions posées par les employeurs ou par les salariés. Nous sommes relativement questionnés sur tous les aspects
Gestes barrières, beaucoup moins, parce qu'il y a une telle information par les différents médias que je crois que les gestes barrières sont bien perçus et bien intégrés dans les entreprises. Mais c'est surtout pour des problématiques de cas contacts étroits, de personnes fragiles, doit-il être envoyé chez lui ou pas. C'est sur ces aspects-là qu'on est souvent questionné, au-delà des questions habituelles en santé et sécurité au travail en ce qui concerne la médecine du travail, c'est-à-dire les visites de reprise, les visites à la demande de l'employeur, les visites d'aptitude, etc., etc. Du fait que les médecins sont en mode confiné, c'est-à-dire en télétravail, il n'est plus possible actuellement de pratiquer des visites médicales en présentiel, puisque nous devons respecter le confinement pour préserver l'état de santé des médecins, mais également du salarié qui viendra nous voir et de son entourage qu'il côtoiera quand il viendra nous voir par les transports en commun, etc. Donc, pour essayer d'assurer et d'appliquer le confinement maximal, la quasi-totalité des visites qui sont demandées se pratiqueront en téléconsultation. La téléconsultation nécessite en matière médicale la préservation comment dire, de la sécurité des informations transmises, soit par voie orale, soit la transmission de documents. Il faut que ce soit sécurisé pour respecter le secret médical. Donc, nous avons pour cela utilisé des logiciels qui existent pour tous les médecins libéraux qui pratiquent la téléconsultation. Les messages que nous faisons passer, c'est au maximum, essayer de pratiquer un confinement maximal. Ça passe par le chômage partiel pour toutes les activités qui ne sont pas nécessaires à la continuité de vie de la nation, les gardes d'enfants pour les personnes qui ont des enfants de moins de 16 ans, mettre également en confinement toutes les personnes fragiles. Et vous avez la définition des personnes fragiles lorsque vous allez sur le site de la MSA et en particulier déclare2.msa.fr, où vous avez la liste des personnes qui sont considérées comme fragiles. Ces personnes dites fragiles, ce sont les personnes qui nous poseraient problème s'ils contractaient le Covid-19 et qu'on était amené à pratiquer une réanimation chez eux. Ce serait un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on préfère les protéger davantage par rapport à la population générale. Et on favorise également au maximum le télétravail. Si le travail sur site s'avère indispensable, il faut respecter au maximum, et là une obligation de moyens et de résultats des entreprises, il faut respecter les gestes barrières. Et les gestes barrières, c'est la distanciation des personnes, c'est-à-dire au-delà d'1 mètre. C'est-à-dire qu'il faut gérer les entrées et les sorties du personnel, si c'est possible, c'est-à-dire répartir les entrées du personnel sur une certaine durée, les sorties du personnel sur une certaine durée, afin que tout le monde ne sorte pas en même temps. Ça nécessite de gérer également les vestiaires, ça nécessite de gérer les prises de repas. Il faut supprimer les réunions ou les faire en visioconférence. Il faut gérer les open space, c'est-à-dire occuper des bureaux, un bureau sur 2, ou faire travailler les personnels dans des bureaux séparés. La SST donc est à votre disposition pour vous conseiller pour toutes les problématiques que vous seriez amené à rencontrer au niveau des entreprises. Les permanences téléphoniques des 3 services SST, des 3 départements donc, sont maintenues. Vous tombez sur la coordinatrice de service qui, suivant l'objet de votre appel, va vous aiguiller vers le médecin du travail de l'entreprise ou vers le conseiller en prévention avec qui vous pourrez continuer à résoudre votre problème. Les consultations médicales ne se pratiquent actuellement que par nécessité absolue, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut reporter parce qu'elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas pleinement justifiées, on les reporte dans le temps pour les déclencher à nouveau au moment du déconfinement. Alors, sinon, pour avoir des informations beaucoup plus précises sans appeler les services SST, comme disait Pierrick Darcel, vous avez le site msa.fr où vous trouverez des fiches de prévention des gestes barrières par métier
Elles sont faites au fur et à mesure par l'équipe de la Caisse centrale et avec l'aide de certains spécialistes des caisses départementales. Vous avez des fiches sur l'élevage, sur l'hippisme, sur les saisonniers, sur la production agricole, sur les espaces verts. Il y a 3 fiches qui, à mon avis, sont incontournables et que vous devriez consulter en premier. C'est la fiche sur les gestes barrières, la fiche sur la gestion du travail et la fiche sur la gestion des espaces. C'est 3 fiches qui devraient être consultées par l'ensemble des employeurs de main-d'œuvre. J'en ai terminé, à moins que vous ayez des questions complémentaires à me poser. Allô, allô? Oui, Il y avait une question spécifique qui vous a été posée tout à l'heure par rapport à un employeur qui a une salariée qui est actuellement en activité partielle. Depuis la semaine dernière, son compagnon a les symptômes du Covid-19. Cependant, il n'est pas considéré comme un cas grave, donc pas dépisté. Notre salariée, elle, n'a aucun symptôme pour le moment. Cependant, on souhaite qu'elle reprenne son poste début mai. Ma question est de savoir si vous pensez que cela est risqué de la faire revenir à cette date. Nous sommes une petite équipe, on ne peut pas se permettre de se contaminer. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle des contacts étroits. C'est-à-dire, un contact étroit, c'est un cas de Covid positif dans une famille, dans un couple. Et est-ce que le conjoint peut venir travailler? Il est en contact étroit parce qu'il s'agit de son époux. Et les consignes, c'est de maintenir à domicile, isolement, comme le mari, ou télétravail. J'ai une autre question. Qu'en est-il du covoiturage quand on n'a pas le choix? Il faut proscrire le covoiturage parce que c'est un espace confiné avec une distance relativement rapprochée des personnes. Donc, il faut éviter le covoiturage. C'est le cas, par exemple, dans les espaces verts, quand ils sont à 3 dans un camion pour se rendre sur un chantier. C'est fortement déconseillé. Il faut que chacun se rende sur le chantier avec un véhicule individuel. En la matière, ce qui a été admis par les autorités, c'est donc 2 personnes par voiture, le chauffeur et une autre personne à l'arrière du côté opposé. C'est ce qui est admis, avec chacun un motif de déplacement bien différencié, parce que le covoiturage en tant que tel n'est admis que pour un même foyer donc familial. Oui. Mais sur le plan professionnel, on ne pratique pas le covoiturage. Et après, j'avais la remarque, effectivement, quand une personne n'a pas le permis, comment fait-on? C'est une bonne question. Donc, il y a 2 choix. Soit elle conduit sans permis, mais elle s'expose à des problèmes judiciaires. Soit elle trouve un conducteur qui a le permis. Je ne peux pas vous apporter d'autres réponses. Une personne enceinte est-elle considérée comme fragile? Lui faut-il un arrêt de travail? Alors, au début du confinement, il était décrit dans les personnes fragiles les états de grossesse. Et les choses se sont affinées au vu des dernières données scientifiques. On n'a pas de certitude de toxicité ou de non-toxicité en début de grossesse. Par contre, une grossesse à partir du 3e trimestre est un motif d'éviction du milieu professionnel. Et donc, c'est une autodéclaration de personnes fragiles sur le site déclare2.msa.fr. Qu'en est-il pour le document unique? Le document unique doit être remis à jour à chaque fois qu'il y a une modification d'un process de fabrication ou lorsque les conditions d'exposition à tel ou tel risque ont changé, et c'est le cas du Covid-19. Il faut revoir le document unique et l'adapter au nouveau risque qu'est le Covid-19. Alors, une question qui est peut-être plus pour Agnès ou Rémi. Avez-vous un modèle du coup de document unique pour les agriculteurs? Il y en existe des tas de modèles.
Oui, je pourrais répondre que les branches professionnelles ont fait des modèles types de documents uniques pour chaque branche. Néanmoins, ce n'est qu'un squelette parce qu'il y a des particularités d'entreprise. Le document unique ne doit pas être fait par une personne extérieure, elle doit être faite à l'intérieur de l'entreprise en faisant participer au maximum les personnes qui sont affectées aux différents postes de travail. Oui, alors évidemment, c'est bien l'employeur hein, qui doit adapter son document unique à son entreprise. Et après, on peut l'accompagner par des conseils. On a des conseils à lui donner sur cette période particulière, mais effectivement. Il y a le document unique et le plan de continuité d'activité. Il y a ces deux aspects-là. Y a-t-il d'autres questions que je n'aurais pas vues? Louis, je vous laisse conclure. Oui, qui je rajoute pour le site msa.fr, vous avez les différentes fiches par métier. L'intérêt de ces fiches, c'est qu'elles sont mises à jour régulièrement. Donc, compte tenu des dernières évolutions, soit de la connaissance de cette épidémie, soit de la législation. Donc, il ne faut pas hésiter à y revenir parce que ces fiches sont modifiées. Il est très difficile à l'heure actuelle où il y a des sources d'information diverses et variées, de se faire une idée précise des derniers événements et des dernières recommandations. Donc, il faut aller sur les sites officiels que sont gouvernement.gouv.fr ou le site de la MSA. Merci, merci Agnès pour ta présentation et à Monsieur Darcel et au Dr Gaudouin pour leur présentation sur les actions de la MSA et la santé et la sécurité santé et sécurité au travail. Bien évidemment, au sein de la FNSEA Centre-Val de Loire comme au niveau de la MSA, les services à destination des exploitants agricoles restent opérationnels pendant cette période et pour répondre à l'ensemble de vos questions au travers des juristes des fédérations. Comme vous le voyez, on renforce nos collaborations avec les OPA et avec l'État dans cette période de façon à pouvoir apporter autant que possible les réponses qui vous permettent d'exploiter dans les moins mauvaises conditions possibles malgré la situation. Ce que je voudrais ajouter avant de conclure, c'est que bien évidemment, toutes les entreprises qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, plus individuel, on est là aussi à votre disposition et que la FNSEA Centre-Val de Loire, au travers d'une part du site fnseacvl.com, mais aussi au travers d'une plateforme dédiée à l'emploi, d'une plateforme téléphonique, a mis l'ensemble de ces services à disposition de tous les agriculteurs de la région sans aucune distinction. Je ne peux que renforcer les propos qui ont été dits tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant régulièrement parce que l'ensemble des réglementations, des préconisations gouvernementales changent régulièrement pour s'adapter à la situation. Et ça sera sans doute le cas encore dans l'avenir, dans les prochaines phases de cette épidémie. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui et qui vous a été exposé aujourd'hui sera affiné, modifié ou transformé dans les jours à venir. Et donc, il est important de rester informé. Donc, voilà pour les éléments que je voulais ajouter. Et enfin, vous remercier tous de votre participation à cette conférence qui sera enregistrée et mise en lien et on vous enverra le lien de cette conférence dès lors que ce sera fait. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci à vous de votre accueil. Merci, à bientôt peut-être. C'est sûr, docteur, c'est sûr. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.